Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à l'accélération des transformations économiques et sociales du programme de Première. On va se demander comment la France se modernise-t-elle entre 1848 et 1871. Au tout départ, vous avez l'industrialisation avec la première industrialisation qui apparaît. C'est un phénomène économique, technologique et social qui a transformé les sociétés européennes. Elle marque le passage d'une production majoritairement artisanale et agricole à une production totalement industrielle. Elle débute vers 1750 en Angleterre et se développe en France, surtout à partir des années 1830. Depuis le XVIIIe siècle, vous avez envie d'augmenter la croissance économique. Ça va augmenter aussi la demande en biens. Cela nécessite donc d'augmenter la production. Va se développer des formes de travail qu'on appelle des formes de travail proto-industrielles. Les artisans, notamment ruraux, vont travailler à domicile pour des entrepreneurs qui leur apportent la matière première. Ils viennent ensuite chercher le produit fini pour le commercialiser. C'est le début du travail de manufacture, c'est-à-dire que plusieurs travailleurs en même temps vont se regrouper sur un même lieu pour produire davantage, mais aussi plus vite. Enfin, vous avez aussi les machines-outils qui vont se substituer progressivement à la force manuelle. Ils vont améliorer la productivité car elles peuvent fonctionner en continu. Ces machines, elles sont mues par l'utilisation de nouvelles formes d'énergie, la vapeur d'eau produite par des machines à vapeur. Celle-ci nécessite l'emploi d'une ressource, le charbon, qui est extrait des mines. On peut noter que vous allez avoir des secteurs clés et de nouvelles formes de travail qui vont se développer. L'industrialisation, elle se développe d'abord dans deux secteurs, le textile et la sidérurgie. Vous allez avoir le début de la mécanisation et du salariat. On va modifier les formes de travail et la rémunération. On va utiliser ce qu'on appelle la division du travail. De plus en plus d'ouvriers viennent travailler selon des horaires fixes et sont rémunérés par un salaire. Les lourds investissements nécessités par les machines favorisent l'émergence de riches patrons qui dominent et contrôlent leurs ouvriers. On peut noter que l'implantation est inégale dans l'espace français. En effet, la présence de ressources naturelles et la proximité de réseaux de transport expliquent la géographie des territoires industriels. En effet, certaines régions françaises vont être marquées par l'industrialisation. Des grandes villes comme Lyon vont être qualifiées de Manchester français, par exemple, en raison de leur activité textile florissante. L'industrialisation, c'est pas un phénomène qui est réellement homogène. Dans plusieurs régions, notamment les vallées Pyrénées ou le Bas-Rhin, le développement de l'industrialisation, il passe notamment par l'avantage de l'utilisation de l'énergie hydraulique que par le recours à la vapeur. Je vous ai mis quelques mots de vocabulaire, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre pause si vous en avez besoin, c'est du vocabulaire que vous êtes censé connaître et savoir définir. Et ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que dans la première moitié du 19e siècle, la France elle est marquée par la première industrialisation. C'est le début de la mécanisation, l'utilisation de l'énergie charbon et de la vapeur. Ces transformations vont engendrer de nouvelles formes de travail, des usines et des fabriques, et la généralisation d'une nouvelle forme de rémunération, le salariat avec le salaire. L'industrialisation, elle se déploie pas de manière homogène dans l'espace français, et l'énergie hydraulique domine longtemps l'emploi de la vapeur. On peut noter que la France peut être majoritairement rurale. En effet, vous avez une grande diversité au niveau régional. On peut noter la présence de polyculture traditionnelle dans les régions de l'Ouest, la culture céréalière dans les plaines du bassin parisien, ou encore la culture du vignoble du côté de Bordeaux, la Bourgogne ou de la Champagne. Sous le Second Empire, vous avez une majorité d'agriculteurs qui font partie de la population active. Les espaces ruraux occupent la majorité du territoire national, peuplé de nombreux villages et de petites villes. Vous allez donc avoir une politique impériale de modernisation. On va vouloir améliorer les réseaux de transport, notamment les canaux ou encore les chemins de fer. En même temps, l'encadrement est aussi accru avec la présence de gendarmerie dans les campagnes pour assurer la sécurité des routes. Le perfectionnement de certaines techniques de l'agriculture profite notamment aux fermiers dans des bocages dans l'Ouest, en Bretagne, en Normandie ou dans le Poitou. On utilise de plus en plus le principe d'assolement. On assiste aussi au développement des machines et aussi à la mise au point des premières moissonneuses. En revanche, les engrais chimiques sont encore au stade expérimental. Dans l'ensemble, la modernisation technique reste quand même assez faible. On peut parler ensuite d'un exode rural qui est croissant. En effet, il évolue progressivement sous le Second Empire. Les déplacements se font souvent dans un court rayon pour effectuer des travaux, ce qui donne un complément
de revenus. Cependant, les grands travaux opérés dans la capitale et dans d'autres grandes villes nécessitent le recours à une main-d'œuvre nombreuse qui va se fixer progressivement. L'industrialisation, elle offre de nouvelles possibilités. Dans l'ensemble, le volume annuel moyen des départs, il augmente sur une année. Cet exode rural, il nourrit une croissance urbaine qui va varier en fonction des situations. Elle profite d'abord aux capitales et aux villes industrielles. On peut citer Saint-Étienne, Roubaix ou encore Tourcoing. Elle va aussi profiter aux villes qui ont une fonction commerciale, que ce soit des villes comme Marseille par exemple, ou encore aux villes qui ont une fonction administrative, comme les préfectures. Car toutes ces villes-là, en fait, elles concentrent l'activité, mais aussi les emplois. Cette croissance démographique dans les villes, ça engendre une extension et une transformation du bâti. Vous allez avoir l'implantation d'usines, la construction de halles, mais aussi de magasins. Néanmoins, cette croissance urbaine, elle pose des questions en matière d'approvisionnement alimentaire. Les villes sont reliées aux chemins de fer, notamment grâce aux gares, tandis que des lieux spécifiques vont être aménagés pour l'approvisionnement, comme par exemple les halles centrales de Paris. Je vous ai mis ici quelques mots de vocabulaire qui peuvent être importants, le principe d'assolement, d'exode rural ou encore de polyculture. Ce qu'il faut que vous reteniez pour cette partie, c'est qu'au milieu du 19e siècle, la France est encore majoritairement rurale et agricole. Les Français ils vont vivre pour beaucoup au rythme des villages et des moissons. Cependant, l'exode rural va se développer, les travailleurs ruraux vont quitter la campagne pour la ville dans l'espoir d'accéder à de meilleures conditions de vie. Les villes vont connaître une croissance démographique qui va s'accompagner d'une transformation profonde des paysages urbains. L'économie est une priorité. Dès sa création, le nouveau régime va faire du développement économique l'une de ses priorités. Il veut enrichir le pays et dynamiser la production locale. L'économie, elle va servir des objectifs politiques, elle est pensée comme un moyen pour la France de s'imposer comme un acteur majeur de la scène européenne. La modernisation, elle attaque aussi le secteur bancaire. Afin de financer le développement industriel et les grands travaux publics, le Second Empire va soutenir cette création de banques d'affaires et de banques de dépôt, comme la Société Générale en 1864. On part aussi vers le libre-échange. Napoléon III opère une ouverture économique du pays par étapes, après la diminution du droit de douane sur certains produits en 1853, comme le charbon, la laine et l'acier, et conclure un traité de libre-échange avec l'Angleterre en 1860. C'est le traité de Cobden-Chevalier. Les chemins de fer sont un des points les plus essentiels pour la modernisation du réseau de transport. En effet, ils permettent de faire circuler plus rapidement les biens de consommation. Le Second Empire va reprendre la politique de construction des grandes lignes qui avait été entamée dès 1842. Le réseau principal en étoile autour de Paris est ainsi achevé en 1857. Vous allez avoir la construction de nombreuses infrastructures, voies ferrées, pont qui est assuré par l'État selon une logique Paris-Province. L'exploitation du réseau est ensuite partagée entre certaines compagnies privées. Quant au port, l'essor des relations commerciales avec les colonies et les pays étrangers incite l'État à moderniser les ports, dont par exemple Le Havre, Bordeaux ou encore Marseille. Enfin, la transformation de Paris est marquée par Paris comme symbole de la modernité. En effet, Paris avait vraiment été bâti de manière à ce qu'il y ait un enchevêtrement de bâtis, un entassement de population, une insuffisance au niveau des réseaux techniques, ce qui va engendrer des problèmes quotidiens de circulation, des crises sanitaires, notamment l'épidémie de choléra en 1849. Mais le pouvoir politique, il veut que Paris soit une capitale de la modernité et affirmer son autorité sur une ville souvent turbulente. Vous allez donc avoir le début des travaux haussmanniens. Dans la continuité des premiers travaux initiés sous la monarchie de Juillet, Napoléon III décide de moderniser radicalement la capitale. Il confie cette tâche au préfet de la Seine, Haussmann. Entre 1853 et 1870, la ville allait métamorphoser. Vous allez avoir le percement de grandes artères, grands boulevards, grandes avenues, la modernisation des équipements collectifs, la présence de l'eau, du gaz de ville et aussi des égouts. Vous allez aussi avoir de la construction des logements selon une nouvelle norme architecturale. Ces travaux font aussi place aux espaces verts dans la capitale et dans sa proche banlieue. On peut parler du bois de Vincennes ou encore du bois de Boulogne, qui vont s'étendre à la périphérie parisienne en 1860. Haussmann a marqué par son architecture et par l'urbanisme Paris, mais aussi toutes les grandes villes de l'époque qui vont suivre en fait tout simplement les différents plans haussmanniens.
Je vous ai mis ici quelques mots de vocabulaire, banque d'affaires, infrastructure et libre-échange comme d'habitude. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de ces mots. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'échelle nationale, l'État joue un rôle de premier plan dans la modernisation du pays. Il va moderniser le système bancaire, va soutenir l'activité du milieu des affaires et va adopter le libre-échange pour stimuler la concurrence. On va pouvoir noter une modernisation grâce à une amélioration des réseaux de transport, notamment des chemins de fer, et au développement de grands ports. Pour améliorer l'hygiène et la circulation au sein de la capitale, Napoléon III entreprend une politique de grands travaux qu'il va confier au préfet Haussmann. Paris incarne la modernité urbaine. Le monde ouvrier est majoritairement masculin, mais il compte aussi de nombreuses femmes ou encore de nombreux enfants. Ces derniers vont travailler très jeunes dans les usines et dans les mines. Ces ouvriers et ces ouvrières sont soumis à une discipline sévère et codifiée, notamment des règlements écrits, symbolisés par le livret ouvrier. Ils vont être placés sous la surveillance des contremaîtres, ils travaillent souvent plus de 10 heures par jour, le moindre retard est sanctionné par des amendes, voire des licenciements, l'accélération des cadences va occasionner fatigue et accidents, le risque étant accru par l'ignorance des ouvriers face à ces nouveaux dangers. Les salaires sont faibles, ils vont contraindre les ouvriers à vivre dans des quartiers où les équipements collectifs, les eaux d'eau ou égouts vont manquer. Les logements exigus et mal aérés vont accueillir des familles nombreuses, et l'insalubrité va augmenter l'exposition au risque d'épidémie, que ce soit le typhus ou encore la choléra. On peut noter que le travail en fabrique va être critiqué par les premiers socialistes, Charles Fourier, Saint-Simon, qui ont révélé dès les années 1820 des dysfonctionnements dans la société industrielle. Malheureusement, ils pensaient pouvoir les résoudre, ce qui n'a pas été le cas. La question sociale, elle connaît cependant un renouveau, elle va se politiser dans les années 1850. Avec le développement d'un socialisme plus radical, incarné notamment par des personnes comme Karl Marx ou Friedrich Engels. Vous allez aussi avoir l'essor du paternalisme social. En effet, les patrons vont chercher à améliorer la condition des travailleurs en leur procurant des avantages matériels, logement ou encore école, exigeant en échange respect et obéissance. Cependant, la contestation ouvrière, qui croît depuis les années 1830, va connaître un regain en 1850 face à une politique de répression systématique du Second Empire. Les grèves vont se multiplier entre 1862 et 1864. En réaction à ces grèves, une loi est votée en 1864 qui va supprimer le délit de coalition. C'est une véritable avancée sociale, mais cette loi reste limitée car le droit de réunion n'est toujours pas reconnu. Je vous ai mis ici quelques mots de vocabulaire, coalition bien sûr, du fait de la loi Olivier, livret ouvrier ou encore paternalisme social. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller check les autres cours que j'ai fait sur le sujet. Je vous ai mis ici un petit schéma récapitulatif, donc n'hésitez vraiment pas à mettre pause et à l'étudier, histoire de comprendre et de voir si vous avez compris l'ensemble du chapitre. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si elle peut vous être utile ou être utile à des personnes de votre connaissance. Je vous remercie encore une fois, passez une bonne fin de journée,